Bonjour, bienvenue dans ce journal de la Défense avec le 132e bataillon cynophile de l'armée de terre, unité unique en son genre. Nous sommes ici à Suippes, dans la Marne, et vous voyez là le plus grand chenil d'Europe avec une capacité d'accueil de 600 chiens, principalement des Malinois et des bergers allemands. Alors dans ce numéro, on ira à Moscou, en Haïti, mais d'abord direction Djibouti, l'un des principaux théâtres d'entraînement des armées. On a eu beaucoup de difficultés pour s'infiltrer, mais on a attendu le petit matin pour faire les derniers bonds qui nous ont menés jusqu'au village. La mission était éprouvante. Les lieutenants du groupement d'application de l'école d'artillerie sont au Caïd. Le Caïd, c'est le centre d'aguerrissement et d'instruction au désert de Djibouti. Pour les lieutenants du GA, venir ici au Caïd, ça leur permet de s'entraîner et d'apprendre les techniques et les tactiques de vie et de combat en milieu désertique. Et c'est pour eux une occasion assez unique pour se préparer à leurs engagements futurs. Les lieutenants apprennent les techniques permettant d'affronter le désert, des savoir-faire particuliers. Tout d'abord à établir un bivouac, ensuite différents procédés qui permettent de s'alimenter et de s'hydrater en milieu désertique avec peu de ressources. Je crois que les militaires français ont vraiment l'habitude de travailler sur ce territoire et exploitent aussi bien leurs connaissances et leurs acquis techniques et tactiques que les savoir-faire du pays, des Djiboutiens, des nomades. J'ai préparé ma mission, je rassemble tout le monde. Il faut se dépasser, aller au bout de soi-même. Le Caïd permet de se confronter à un terrain difficile, exigeant. C'est le manque d'acclimatement qui crée la difficulté, puisque évidemment en France nous ne sommes pas habitués à de telles chaleurs. Le vent, la poussière constante qui est assez quand même pénible, surtout au niveau des yeux. C'est dur, il faut un bon entraînement et une bonne condition physique. La chaleur du désert soude les âmes, l'immensité lie les hommes. On voit les vrais caractères des gens et la cohésion se passe vraiment bien. Oui, il y a forcément de la cohésion parce qu'on est tous à un moment donné plus faibles, où on manque d'eau, où on manque de nourriture, et forcément l'entraide s'illustre parfaitement dans ces moments. Futurs meneurs d'hommes, les jeunes officiers sont testés dans leur commandement. Il est là pour commander et il est là pour gérer sa troupe. Donc ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils s'impliquent vraiment à fond, qu'ils prennent bien en compte ce qu'on leur dit, parce que c'est une situation qu'ils vont certainement revivre quand ils partiront en opération extérieure. Donc en fait, c'est vraiment un travail d'équipe entre les chefs de groupe, l'adjoint et le chef de section qui crée une très bonne cohésion, et du coup, c'est une sorte de symbiose en fait qui s'installe. Le désert, avec la jungle et la montagne, est l'un des 3 milieux d'aguerrissement identifiés par l'armée de terre. S'accoutumer à des choses qui semblent au premier abord pénibles, c'est renforcer la préparation opérationnelle de nos forces. Retour au bataillon cynophile de l'armée de terre. Nous sommes là avec les vétérinaires qui soignent les chiens, compagnons d'armes du bataillon. Vous voyez un chien actuellement en train d'être endormi. Ces chiens sont traités comme des athlètes. Ils sont envoyés en opération extérieure en Afghanistan, au Liban ou encore en Haïti. Haïti où on a suivi un architecte militaire qui s'occupe de la reconstruction du pays. Reportage. Port-au-Prince, capitale d'Haïti, ravagée depuis le séisme du 12 janvier 2010. Pour aider à la reconstruction, la France a déployé un détachement de 200 militaires, parmi eux le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Tollet. J'appartiens au SID, c'est le service d'infrastructure de la défense. En tant qu'architecte, j'ai été inséré au détachement français pour apporter une expertise dans le domaine du bâtiment et de la construction. Il effectue les reconnaissances des bâtiments dévastés avec le lieutenant-colonel Poulier, chef du détachement de génie qui mènera les travaux. Je ne sais pas encore si ce sera de la démolition pure et simple ou si ce sera simplement du déblaiement. Le génie militaire travaille surtout au profit des établissements scolaires. Pourtant, à leur arrivée, les Français étaient censés construire un camp pour les sinistrés. Cette idée de camp était une idée qui n'était pas encore mûre. Si on voulait rapidement être efficace, il fallait qu'on ait quelque chose de plus concret. On est rentré en contact avec le ministère de l'Éducation, qui ensuite a pu nous fournir des listes d'écoles prioritaires. Si les écoles ne sont pas déblayées, on n'aura pas d'espace pour accueillir les enfants. Le savoir-faire de l'officier s'exprime surtout sur des structures dont les dégâts sont moins flagrants. C'est le cas du lycée français,
Une des rares écoles à être restée debout le jour où la terre a tremblé. Les salles de classe, il y avait eu effectivement quelques fissures qui étaient apparues sur les murs, mais également les sols qui avaient été abîmés, qui étaient descendus pour certains de 25 cm. Ça pouvait laisser supposer qu'il y avait réellement des désordres majeurs, structurels, et donc embêtants pour, disons pour l'utilisation des salles. Là, on a quand même un problème sérieux, et une rupture du chaînage, ce qui est embêtant parce que le chaînage, c'est ce qui participe à la solidité du bâtiment. C'était très important que nous rouvrions et dans les meilleures conditions. Il y a vraiment une belle vitrine du savoir-faire de l'armée française. À tel point que d'autres entités de Port-au-Prince touchées par le séisme font appel à l'architecte militaire. L'organisation humanitaire veut s'assurer que ces bureaux n'ont pas trop souffert des secousses. Ici, il y a quand même, je dirais, pas mal d'éléments qui permettent de penser que le bâtiment a été bien construit. C'est quelque chose de suffisamment bien dimensionné et de costaud pour que la mezzanine ne pose pas de problème. Il s'agit de se rassurer et puis de limiter un peu les inquiétudes. En 2 mois et demi, le lieutenant-colonel Tollet aura guidé le génie français sur une 40aine de chantiers d'école. Certaines ont d'ailleurs déjà rouvert leurs portes. Tout l'intérêt de la mission, c'est qu'effectivement on travaille au profit de la population et en particulier des enfants ici pour qu'ils puissent au plus vite reprendre les scolarités. Et nous sommes ici au chenil de transit du bataillon cynophile de l'armée de terre. Ici, les chiens sont mis en quarantaine. Ils sont testés avant de pouvoir être achetés. Vous voyez ici un test d'achat où l'on teste la capacité de mordant du chien ou encore celle du jeu. C'est nécessaire puisque ces chiens vont ensuite être amenés à mener des missions précises, détection de personnes ou d'explosifs sur des théâtres d'opération. On ouvre à présent une page commémoration. Pour la première fois, des troupes françaises ont défilé sur la place rouge. Reportage. « 10 000 militaires paradent sur la place rouge à Moscou en ce 65e anniversaire de la victoire de 1945. En milieu de cortège et pour la première fois, le régiment de chasse Normandie-Niemen. En tête, son dernier commandant, le lieutenant-colonel Fabien Kuzniak. Un grand moment d'émotion franco-russe pour la seule unité française qui a combattu aux côtés des soviétiques en 1945. Nous avons vu un très beau défilé. Les Russes et les Français avaient les yeux qui brillaient. Ils souriaient. Nous sommes très fiers que les Français soient à nos côtés. Plus tard, dans les rues de Moscou, même engouement pour les hommes du Normandie-Niemen. Impossible de faire un pas sans être arrêté pour prendre la pause. 65 ans après la signature de l'armistice, l'émotion est toujours aussi forte. Avec 42 pilotes sacrifiés sur 97 et 273 victoires, le Normandie-Niemen est le régiment de chasse le plus célèbre de France. Ce qui reste pour les Russes, c'est que les Français sont venus combattre à leur côté contre les nazis à un moment surtout où ils avaient déjà plus que 12 millions de morts. Et à ce moment-là, l'armée russe craquait un petit peu sur tous les axes d'attaque allemands et avait besoin d'une manière cruciale de pilotes de chasse aguerris. Une page du passé incontournable pour les Russes. Dans certaines écoles moscovites, c'est même à travers l'histoire du Normandie-Niemen que les écoliers apprennent le français. En visite dans l'une d'elles, les élèves réservent aux aviateurs un accueil digne d'un chef d'État. On est vraiment reçus comme des stars. Vous voyez à quel point le Normandie-Niemen est reconnu ici et à quel point nos enfants, enfin les enfants, je disais nos enfants d'ailleurs, nos enfants nous aiment. Appartenir au Normandie-Niemen, c'est donc appartenir à une grande famille où l'esprit de fratrie a passé les générations. Pierre Lorillon est l'un des membres les plus anciens. Malheureusement, il n'en reste plus beaucoup. Nous, il reste 5 pilotes. Et il y en a un seul de valide chez moi, et chez eux, c'est exactement la même chose. Mis en sommeil en 2009, le Normandie-Niemen devrait être reconstitué d'ici 1 an. Il sera alors le 3e escadron de l'armée de l'air, équipé de Rafale. Et vous voyez à présent un exercice de recherche d'explosifs. Alors pour le chien, c'est un peu comme un jeu. S'il trouve l'objectif, il est récompensé. Ça peut durer 5 minutes comme 20 minutes. Et tout de suite, le reste de l'actualité défense en bref et en images. Des missiles Mistral au quai Crotal dans le ciel de Biscarrosse.
Durant 2 semaines, les armées de terre, de l'air et la marine se sont plongées dans un scénario fictif de défense antiaérienne lors de l'exercice Nawaz 2010. De nombreux tirs coordonnés dans un espace numérisé avec la participation d'une unité belge et la présence d'officiers roumains. Objectif, frauder les procédures des 150 pièces d'artillerie présentes sur le terrain. Le Charles de Gaulle en mer du Nord, c'est l'image marquante de l'exercice Brilliant Mariner. Du 12 au 22 avril, il a pour but de certifier au standard OTAN les capacités marines des pays qui participent à la force de réaction rapide de l'organisation. Avec un quart des 40 navires et sous-marins déployés, la France est la plus représentée des 12 nations participantes. Et pour cause, pour la première fois depuis sa réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN, le 1er juillet prochain, elle prendra la tête de la composante maritime de la force de réaction rapide otanienne. Plus de 6000 hommes déployés sur la Marne, l'Aube et les Ardennes. 25 régiments mobilisés pour Fortel. Fortel pour Force en terrain libre. Tous les 2 ans, l'armée de terre valide ses savoir-faire au cœur des villes et de la population, dans des conditions aussi proches que possible de la réalité. Cette année, l'exercice a permis de valider la numérisation de l'ensemble de la chaîne logistique. Et pour recréer la dimension multinationale des conflits modernes, la Belgique et l'Allemagne étaient partie prenante de cette édition. Et nous sommes toujours sur le terrain du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre. Vous voyez ici un chien qui éclaire la progression d'un petit groupe d'infanterie. L'objectif étant pour le chien de détecter une éventuelle présence humaine, ce qui est le cas là derrière moi. Et gros plan à présent sur la maîtrise des armements. Alors on sait que l'armement nucléaire est vérifié, c'est aussi le cas des armes classiques. Une 50aine de pays participent à ces contrôles, exemple d'une visite en France. Nancy-Ochet en Lorraine, une vingtaine de pays se sont déplacés sur la base aérienne 133 dans le cadre du document de Vienne, un des instruments de la maîtrise des armements en Europe. Le document de Vienne de 1999 prévoit expressément que les États qui sont signataires de ce document présentent par cycle de 5 ans une base aérienne, une installation militaire et, si c'est le cas, des matériels nouvellement entrés en service. Et le document qui est assez fourni prévoit également des inspections et des évaluations qui, elles, se font sans préavis, c'est-à-dire par surprise, pour démontrer justement l'ouverture, la transparence et la disponibilité des États signataires. Donc ici, vous avez un système de civière où vient l'obus, un basculement se fait et l'obus est introduit à l'intérieur de la culasse. Orchestré par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ces vérifications sur le terrain sont essentielles pour le partage des connaissances des matériels, mais pas uniquement. Les équipements, nous pouvons les voir sur Internet, donc ce n'est pas vraiment le fait de venir les voir qui est important. Le plus important, c'est d'établir le contact avec nos pays partenaires, de créer la confiance et construire la sécurité. Depuis la fin de la guerre froide, ces mesures pour la maîtrise des armements facilitent les liens de confiance et contribuent à transformer les relations humaines entre les 56 États de l'OSCE. Oui, je pense que c'est aussi important de voir la face à face. Les contacts, c'est plus direct, c'est plus sincère. Mais si nous sommes allés dans quelque part, et nous parlons avec les personnes là directement, et la confiance est plus grande. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. C'est important de mieux se connaître pour améliorer nos relations. Exactly. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Et voilà, c'est la fin de ce journal de la défense. Alors vous avez pu voir que ces chiens sont de vrais compagnons d'armes. Ils sont dressés, préparés, mais ils ne sont pas agressifs. Merci à tous les personnels du bataillon de nous avoir accueillis ici à Suippes, dans la Marne. On se retrouve le mois prochain. Très bonne suite de programme sur LCP.